raconte. Christophe Ondelatte. Je vous raconte une histoire extraordinaire que je tire du livre de Patricia Touranchot paru au Seuil en coédition avec lesjours.fr, Le Magot, ou comment le tueur en série Michel Fourniret est parvenu à mettre la main sur le magot du gang des Postiches, une bande de braqueurs qui a écumé les banques dans les années 80. Patricia Touranchot sera là tout à l'heure pour le débrief. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. On est en septembre 1981 dans un bistrot du quartier de Belleville, à Paris. Il y a là 3 amis de 25-30 ans qui ont déjà, disons, une certaine expérience du braquage de banque. Dédé Belaïch, un juif tunisien, voleur depuis ses 10 ans, Robert Marguerie, qui court après l'oseille depuis sa naissance, et Bruno Berliner. Et ils se plaignent, tous les 3. Les sas de sécurité, les vigiles à l'entrée, les caméras de surveillance. Le métier de braqueur est devenu difficile. Et c'est Berliner qui a l'idée. On pourrait faire les coffres des clients, hein? Ça s'ouvre tout seul, ces boîtes de sardines. On est en 1981. Les socialistes viennent d'arriver au pouvoir et les nantis sont réputés planquer leurs magots dans des coffres à la banque. Le soir et le week-end, c'est impossible, il y a des alarmes. Mais aux heures d'ouverture, il n'y a pas d'alarme. Il suffit de prendre les clients et les employés en otage et de descendre au sous-sol et de percer les boîtes à sardines. Et avant, pour franchir le sas, il faut bien se présenter. Et donc se déguiser en grand bourgeois rassurant. Et donc ils achètent des fonds de teint, du maquillage, des costumes et des fausses barbes et de fausses moustaches de bonne qualité. Et ils vont tester leur plan à la BNP de la rue du Docteur Blanche, à Paris. Ils entrent dans la banque vers midi. Personne ne bouge, on reste tranquille. En une demi-heure, ils forcent 8 coffres et repartent. Et comme ça a marché, ils rempilent l'après-midi même une agence de la Société Générale rue Rémusat. Le grand Marguerie a enfilé un blazer et s'est collé une barbe et des moustaches noires. Berliner a mis une veste kaki et Belaïch s'est grimé en vieux monsieur à barbe poivre et sel. Ils passent 1 heure à taper à la masse et au burin et à vider les coffres. Et ils empochent en plus 33 briques enfermées dans la chambre forte de la banque. Le gang des Postiches est né. Le mardi suivant, à la banque Verne, dans le 16e arrondissement, ils sont un de plus, un copain de Dédé Belaïch, Patrick G. Et ils tapent 136 coffres, plus de 10 millions de francs. Et puis casse après casse, la bande s'élargit. Ils changent de costume, ils s'attribuent des surnoms à la noix. Leur tactique est d'organiser des campagnes de 2 semaines de braquage, 6 ou 7 banques d'affilée. Et ensuite de disparaître pendant 6 mois, histoire de dépenser leur oseille au soleil. En Thaïlande ou ailleurs, se faire oublier. Sauf Berliner. Berliner, il aime la ville. Drôle de type, ce Berliner. En 82, son frère Gérard sort une chanson qui va devenir un tube. Louise. Le bois. Eh bien, comme il a de l'oseille, il achète des centaines de 45 tours pour faire monter Louise dans le hit parade. Le mois de mars 1984 est l'apogée du gang des Postiches. En 8 jours, il frappe 4 fois. Personne ne bouge! Contrôle fiscal! Toujours le mot pour rire. Depuis le début, ils ont signé 18 attaques de banque, pillé 1300 coffres de particuliers, emporté sans doute 187 millions de francs lourds en lingots, pièces d'or et billets, plus 2 milliards de centimes en ferraille. Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur, n'en peut plus d'être humilié. Il organise une réunion au sommet, place Beauvau. Ça ne peut plus continuer. Que proposez-vous, commissaire? Eh bien, monsieur le ministre, ils écoutent nos radios avec des scanners, on en est certain. Et donc on pourrait équiper la PJ de radios cryptées. Quant aux banquiers qui assistent à la réunion, ils proposent d'installer dans leur salle de coffre
des alarmes sismiques qui se déclenchent au premier coup de burin. Au même moment, vous entendez, au même moment, les postiches attaquent le Crédit Commercial de France dans le 7e arrondissement. Et l'après-midi même, ils enchaînent avec une agence du Crédit Lyonnais dans le Val-de-Marne. À 15h13, ils entrent dans le sas de la banque. Et on les voit très bien sur les caméras de surveillance. Ils essayent d'ouvrir la porte, bloqués. Ils sont coincés. Et donc ils décrochent. Et les photos de la vidéosurveillance paraissent dans Paris Match. Oh putain! On est reconnaissable, non? Alors ils se terrent en région parisienne. Mais en vérité, personne ne les a reconnus. La brigade de répression du banditisme est complètement paumée dans ce dossier. On est en mars 1984. Le gang des postiches est assis sur un énorme tas d'or. Son magot. Et c'est pile à ce moment-là, le 23 mars 1984, que Michel Fourniret, qui vient de reconnaître 15 agressions sexuelles, il n'a pas encore tué, échoue en prison à Fleury-Mérogis, sous le matricule 130 655. Et comme pour l'administration pénitentiaire, c'est un prisonnier à risque, un type qui peut se suicider par exemple, par précaution, on le colle dans ce qu'on appelle une triplée, une cellule de 3 avec un gars solide et 2 fragiles comme lui. Et le solide, c'est un breton, un voyou de la mouvance d'action directe, qui s'appelle Jean-Pierre Elgouarche. Dans la cellule, Fourniret est taciturne. D'après ce que dit Elgouarche, il reste dans son coin, plongé dans un bouquin ou en train d'écrire. Il noircit des dizaines et des dizaines de feuilles. Il est en train, en vérité, de rédiger un dossier en 7 chapitres pour sa juge d'instruction. Madame, j'ai l'honneur de solliciter votre attention à la lecture de cette trop longue biographie. N'étant pas un professionnel de l'expression orale, seule la voix épistolaire me permet d'être moi-même. Et de temps en temps, il lève la tête pour lorgner les photos qu'Elgouarche a accrochées au-dessus de son lit. Une belle brune, une fille qu'il a rencontrée 5 ans plus tôt. Qui c'est, Jean-Pierre? Elle s'appelle Farida. Farida Amiche. Ah. Moi, ma femme, elle m'a abandonné. Il est discret, Elgouarche, et il ne pose pas de questions. Mais il s'aperçoit que Fourniret est en prison pour mœurs quand un jour, il se fait agresser dans la cour. « Hé, le pointeur! Viens ici qu'on te fasse la peau! Salopard, va! Crevure! Raclure !» Et là, Elgouarche intervient. L'autre ne lui a parlé que d'un attentat à la pudeur. Mais il le protège. Et du coup, Fourniret est tout le temps pendu à ses basques. Au bout d'un mois, Fourniret s'est bien comporté. Le risque de suicide paraît écarté. Et donc l'administration pénitentiaire retire Fourniret de la cellule d'Elgouarche et il file dans une cellule classique, la cellule numéro 39 du bâtiment des 1. Et pendant ce temps-là, que sont devenus nos amis les postiches? Eh bien, ils continuent leur braquage éclair. En novembre 1985, toujours pour se faire le plus discret possible, ils ont loué une suite au Flat Hotel de la rue du Théâtre, dans le 15e arrondissement de Paris. Et le 15 novembre au matin, une femme de ménage vient faire le ménage dans leur suite, la numéro 277. Et dans un canapé, sous un coussin, elle trouve un Colt Python. Alors elle prévient sa direction, qui appelle la police. 3 policiers rappliquent. Ils s'installent dans la suite et ils attendent le retour de ses occupants. Et ça va très vite. Les gars rentrent, ils voient les flics, l'un des postiches s'empare de l'arme d'un inspecteur, il lui tire dessus et il se barre en courant. Le deuxième parvient aussi à s'échapper et le troisième, Marguerite, est interpellé et menotté. Bilan, un flic blessé, un postiche arrêté et 2 postiches en fuite. Les flics font le tour de la piole, ils tombent sur 2 grenades offensives, 3 revolvers, un pistolet automatique, 4 chargeurs, 300 munitions et des faux papiers. Mais qui sont ces types-là? Michel Chelaoui, le seul qui ait été arrêté, les embrouille.
Bon, en fait, on est 3 amis, à la rue, sans argent. On a rencontré des Chinois, une filière d'immigration clandestine. Ils nous ont donné de l'argent pour qu'on loue une suite au Flat Hotel, qu'on héberge des clandestins chinois. Oh, je suis vraiment désolé d'avoir blessé l'inspecteur. Le coup est parti tout seul, vous comprenez ? Deux mois plus tard, le 14 janvier 86 vers 16h, la radio de la PJ se met à crépiter. Appel à toutes les voitures. 2 types sont en train de taper au marteau et au burin au sous-sol du Crédit Lyonnais, 39 rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement. 31 voitures de la BRI et de l'anti-gang foncent sur place. Et quand ils arrivent, au lieu de prendre les gars qui sortent de la banque et de les filer, le patron de la BRB leur tire dessus. Vite! À SAMU rue René Bazin, face au 11. L'un des malfaiteurs, Delta Charlie Delta. Il y a un collègue au tapis. Devant la banque, un carnage. Des voitures dans tous les sens et, sur le trottoir, 2 corps. Un enquêteur de la BRB et Bruno Berliner, les bras en croix, son revolver encore à la main. Et puis... Hé, t'as vu? Il y en a un dans le caniveau, là. L'inspecteur Pasqualini s'approche. L'un des postiches est blessé. Il a un par-dessus, un chapeau bleu marine et une fausse barbiche de rabbin. L'inspecteur se penche et il se dit « Sa gueule me dit quelque chose. » Et c'est quand il rentre au 36 quai des Orfèvres que ça lui revient. La fusillade du Flat Hotel il y a 2 mois. Le type qui s'est enfui avec les pinces dans le dos. Robert Marguerite. C'est lui. C'est le blessé. Et donc la bande du Flat Hotel, c'était les postiches. Et ce matin, c'était aussi les postiches. C'était le braquage de trop. Et c'est la fin des postiches. Le gang s'est donné rendez-vous dans une planque et il décide de se mettre au vert. Ceux qui se savent rechercher escaladent les Alpes à ski. Dédé Belaïch s'enfuit en Italie et il se fait pincer bêtement à Rome lors d'un contrôle routier. Et il file à la prison de la Rébibia, mais son copain Miska le fait évader en hélicoptère. Bref, à un moment, ils finissent tous par se retrouver en France. Et là, il faut réaliser, leurs magots, ce sont des dizaines et des dizaines de kilos de lingots d'or, des kilos et des kilos de pièces d'or. Alors ils en ont donné à planquer aux copains, à la famille, mais il en reste beaucoup, et ils ne savent plus où les stocker. Et là leur revient une règle d'or édictée par l'un des leurs, Michel Chelaoui, qui s'est fait pincer au Flat Hotel. Quand tu sais plus quoi faire de ton oseille, tu l'enterres. Et donc, il y en a un qui va enterrer sa part du magot sur la tombe de sa belle-mère au cimetière de Montreuil. Il met les lingots au fond d'une jardinière, il coule par-dessus une chape de ciment rapide, encore par-dessus il rajoute du terreau, et dans le terreau il plante des fleurs. Et ce qui est incroyable, c'est que sans s'être concerté, une autre équipe des postiches va faire à peu près la même chose dans un autre cimetière, celui de Fontenay en Parisis, dans le Val d'Oise. La raison pour laquelle ils ont choisi ce cimetière en particulier, c'est très drôle. L'un de leurs avocats a une maison de campagne à côté. Et ceux-là, venez avec moi. On va les suivre. Ils arrivent au cimetière de Fontenay en Parisis à la nuit tombée. Vous voyez la boîte à outils là que porte l'un d'entre eux ? Les lingots sont dedans. 34 lingots, bien rangés. Et les autres, vous voyez qu'ils ont des boîtes à la main. Ce sont des Tupperware remplis de pièces d'or. En tout, il y en a pour 800 briques anciennes. C'est-à-dire 8 millions de francs, 2 200 000 euros d'aujourd'hui si on tient compte du coût de la vie. Ils vont au fond du cimetière, derrière la tombe d'un certain Louis Glorian, mort en 1922. Ils sortent des pelles et des pioches, et ils se mettent à creuser. Et ils enterrent le magot.
même moment, Michel Fourniret, qui est toujours en prison pour une série de viols et d'agressions sexuelles, fait passer une petite annonce dans un magazine catholique. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Et une femme lui répond. Elle s'appelle Monique Olivier. Et il commence à s'écrire beaucoup. Il est en train de la manipuler et de nouer avec elle une alliance criminelle. Après avoir planqué leur magot, les postiches vont se terrer dans une maison, volée fermée. Mais le matin du deuxième jour, à 7h du matin, les flics du raid qui font sauter les portes. Les postiches n'ont pas le temps de se jeter sur leurs armes, ils se font cueillir en caleçon et en survêt. C'est fini. Ils sont partis pour des années de cabane, avec pour unique consolation que quand ils sortiront, une partie de leur magot les attend au cimetière. À ce moment-là, Michel Fourniret n'est plus en prison. Il a été jugé en juin 1987 devant la cour d'assises d'Évry pour un viol et 7 agressions sexuelles. Et il a pris 7 ans, dont 2 avec sursis. Et comme il a déjà fait de la préventive, 3 mois plus tard, il a eu sa première permission de sortie. Et 4 mois plus tard, il s'est retrouvé libre. Et il a emménagé dans Lyon avec Monique Olivier. Et à peine dehors, Michel Fourniret cherche à reprendre contact avec son copain Jean-Pierre Elgouarche. Vous vous souvenez, le breton solide avec lequel il a noué une amitié au tout début de sa détention. Et donc un jour, il va devant la porte de Fleury-Mérogis à l'heure du parloir. Et il reconnaît tout de suite au loin dans la foule la jolie brune qu'il a vue en photo dans la cellule au-dessus du lit d'Elgouarche. Farida Amiche. Et il va la voir. « Bonjour mademoiselle. Vous êtes bien la femme de Jean-Pierre Elgouarche ? » ?»« Oui. Je suis Michel. J'étais en prison avec Jean-Pierre. On est de bons amis. Et on s'était juré que le premier qui sortait aidait la famille de l'autre. Et donc, voilà, je voulais vous donner mon numéro de téléphone, quoi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. »« Ah d'accord, merci. Tenez, voilà mon numéro de téléphone à moi. Et transmettez mon meilleur souvenir à Jean-Pierre, hein. » Évidemment. À peine arrivé au parloir, Farida raconte la scène à son Jean-Pierre. « Michel ? T'as vu Michel ? Quel imbécile heureux. Un brave type, hein. Il s'est accroché à moi comme à une bouée de sauvetage. » Et après, à chaque fois qu'il vient en région parisienne, Fourniret va voir Farida avec Monique. Elle les appelle les Popeye. Elle les trouve plutôt gentils. Un brave couple. Quelques mois plus tard, Elgouarche, qui est toujours en tôle, rencontre dans la cour de promenade un Italien, Gianluigi Exposito. Et cet Exposito, je ne vous en ai pas encore parlé, mais il connaît très bien les postiches. Et pour cause. Vous vous souvenez de Dédé Belaïch qui s'est fait arrêter en Italie et qui s'est évadé en hélicoptère ? Le jour de son évasion, il a emmené un gars avec lui, Exposito, qui est resté avec eux après et qui s'est fait pincer en même temps qu'eux. Exposito, qui était aussi là le soir où ils ont creusé dans le cimetière et qui sait donc où est le magot. Et un jour, en promenade, il le dit à son nouveau copain Elgouarche. « Je connais un endroit, il y a des lingots et des pièces planquées. C'est dans un cimetière. Alors moi, je vais être transféré en Italie. Mais est-ce que tu connais quelqu'un qui peut aller récupérer le stock et le changer de place pour le mettre à l'abri, tu vois ? » Des lingots et des pièces d'or. Bien sûr qu'Elgouarche connaît quelqu'un. Et l'autre, naïf. Enfin, pas tant que ça, puisqu'il est en train d'essayer de s'accaparer le magot. L'autre lui fait un dessin sur un bout de papier. Tu vois, c'est là. Là, il y a une tombe, là. Et c'est juste derrière. Il n'y a qu'à creuser. Et là, Elgouarche se dit, qui peut faire ça pour moi ? Son intention finale étant bien sûr de garder l'argent. Alors il en parle à Farida, au parloir. Dis-moi, Farida, j'ai pensé à Michel.
Qu'est-ce que t'en penses? Michel, c'est un type totalement inoffensif. En plus, il a des mains de jardinier, puisqu'il s'agit de creuser. Ah ouais, Jean-Pierre, t'as raison. Ah ouais, Michel, c'est une bonne idée. Et donc, en mars 1988, Farida va voir Popeye, comme elle l'appelle, pour lui proposer le marché. Tu sais, Michel, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de creuser. Et on a convenu avec Jean-Pierre qu'on vous laissera 500 000 francs. C'est pas mal, 500 000 francs. Michel Fourniret rêve de s'acheter une ferme. Ça tombe bien. Dans les jours qui suivent, Fourniret aide Farida à installer une trappe chez elle, juste au-dessus des WC, pour y planquer le magot. Et il lui fait la liste de ce qu'elle doit acheter. Alors il me faut un sac, hein, du genre surplus américain, tu vois. Et puis une couverture, une truelle aussi, 2 lampes de poche. Et puis tiens, prends des tubes de PVC aussi, je sais pas, de 40 cm de long, tu vois. On y stockera les pièces d'or. Et fin mars, par une nuit sans lune, les voilà donc partis tous les trois, Fourniret, Monique Olivier et Farida, dans la 304 de Fourniret jusqu'au cimetière de Fontenay en Parisie. Fourniret fracture le cabanon des fossoyeurs, il y trouve une pelle et une pioche, ils vont vers la tombe, et il se met à creuser. Et à un moment donné, à peu près à 30 cm de profondeur, il tombe sur la caisse à outils et sur les tupperwares remplis de pièces. Il fait sauter le cadenas. Waouh! Les lingots! Les beaux lingots bien rangés! Alors ils mettent tout ça dans le sac dans la voiture, et voilà. Tout le monde se retrouve chez Farida, le magot sur la table. Michel Fourniret prend sa part, comme prévu, 1,5 million, et Farida planque tout le reste au-dessus de ses toilettes. Les Fourniret rentrent chez eux, ils enterrent leur part dans le jardin. Et là, Fourniret dit à Monique: « Je sais pas ce que t'en penses, mais ça serait mieux d'avoir un peu plus, non? Et même d'avoir tout, hein? Vu le travail que j'ai fait, le temps que j'y ai passé, je mérite mieux que 500 000. Et si Farida n'est pas d'accord, eh bien, je la supprimerai, et puis c'est tout. » 3 semaines plus tard, un soir, Fourniret et sa chérie débarquent chez Farida. « Dis donc, Farida, tu pourrais pas m'aider? J'ai un stock d'armes à aller récupérer en forêt de Rambouillet. Tu viendrais avec moi? » Et elle accepte. Et ils partent tout de suite. Il lui fait garer la voiture dans une carrière de sable. Monique Olivier descend, elle va prendre l'air. Michel Fourniret sort un lacet de sa poche. Farida est juste devant lui. Et il serre. « Mais enfin, Michel, mais qu'est-ce que tu fais? Me tue pas comme ça !» Et là, il sort une baïonnette. Et il la poignarde. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et comme elle n'est toujours pas morte, il finit par l'étrangler à main nue. Et puis, il met le corps dans le coffre. Ils vont l'enterrer dans un bois. Et ils vont chez Farida prendre le reste du magot. Enfin, pas tout, ils en laissent un peu, 200 000 francs en pièces d'or. Et ils rentrent chez eux. Et ils vont enterrer l'or avec le reste dans le jardin. Et voilà comment Michel Fourniret a mis la main sur le magot des postiches. Quelle belle histoire! Quel talent de conteur! Tiré de votre livre Le Magot, Patricia Touranchot. Il est sorti en mars, j'ai mis un peu de temps, parce que il faut trouver le chemin du récit dans ce livre qui est beaucoup plus complet que je ne le raconte. J'en profite d'ailleurs pour le dire. Il y a sur l'affaire Fourniret elle-même un certain nombre d'extraits de procès-verbaux qui sont absolument extraordinaires. Ah mais les procès-verbaux de Fourniret, c'est hallucinant. Quand il raconte par exemple pourquoi, quand il se ravise et qu'il décide d'aller tuer Farida, c'est quand même la femme de son meilleur ami de prison. Oui. Et il dit,
L'amitié est une chose, les affaires en sont une autre. Alors vraiment sans état d'âme. Et il dit, à l'époque, Monique est enceinte, on est dans cette maison, on n'a pas de travail, on est dans Lyon. On a besoin, quoi. Et voilà, il dit, sans travail et en état d'impécuniosité relative, j'ai décidé de m'approprier cet or. Il y avait de quoi faire face aux besoins, l'idée s'est imposée à moi, et voilà, donc il va tuer la femme de son meilleur ami pour voilà, vivre avec ce magot pendant 15 ans quand même. Alors c'est vous qui avez fait la jonction entre ces deux affaires, c'est vous qui avez révélé l'affaire des postiches à la police. Alors il faut raconter, vous étiez en fait la spécialiste des postiches. On a fait en fait entrer l'accusé sur les postiches, on l'a fait à partir de votre livre à l'époque. En 2004. En 2004. Vous étiez journaliste à Libération, oui. Vous venez donc de publier les postiches, vous avez fait toute la promo, vous rentrez là, on vous colle sur l'affaire Fourniret. Exactement, un mois après. Et du coup, dans cette affaire Fourniret, Monique Olivier vient d'avouer une dizaine d'assassinats commis par son mari. La plupart étant des petites filles ou des jeunes filles. Ce sont des crimes sexuels. Et Monique Olivier dit, il y a un assassinat qui n'est pas pareil que les autres. C'est celui de Farida Amiche. C'est une adulte, une femme de 30 ans. Et elle, c'est un crime crapuleux. C'était pour s'approprier un trésor, un magot en or qui était dans un cimetière. Et là, vous dites, vous... évidemment, c'est le magot des postiches. Moi, je sais que mes postiches ont perdu une partie de leur butin dans un cimetière, sans savoir lequel d'ailleurs. Mais en même temps, et vous l'en dites. Cette intuition, je la repousse parce que je me dis, mais tu es folle. C'est pas parce que tu traites ces deux histoires qu'elles se connectent. Mais voilà, tu es complètement malade, tu es obsédé par les postiches, là tu t'occupes de Fourniret, ce sont deux histoires différentes, je m'empêche de penser à ça. Et puis, par ailleurs, dans les milieux du grand banditisme, il est quand même assez fréquent que des voyous enterrent du fric dans les cimetières. Comme dit Chelaoui, quand t'as trop d'oseille, tu sais plus où le mettre, tu l'enterres. Ils sont pleins, en Corse, à Marseille, un peu partout en France, à enterrer du fric dans un cimetière. Donc je me dis, c'est peut-être pas ça. Et la version officielle de la police judiciaire et de la justice à l'époque, c'est que cet or appartient peut-être à Jean-Pierre Elgouarche, le voyou solide breton qui avait partagé la cellule de Fourniret, parce que lui-même étant un voleur, c'était possible. Ou alors, c'est peut-être, vu qu'Elgouarche est lié au groupe armé Action Directe, il fait partie de la mouvance, c'est peut-être le trésor de guerre d'Action Directe. Donc moi je connais des gens d'Action Directe, j'ai vu deux personnes, discuter avec elles en disant est-ce que vous avez enterré à une époque de l'argent dans des cimetières? Je dis mais ça va pas, mais jamais on a fait un truc comme ça, c'est lugubre et puis c'est pas approprié. Nous c'était pas notre façon de faire. Et je les crois. Et donc, se réimpose à moi mon idée de départ, mon intuition. Que c'est le magot des postiches. Que c'est le magot des postiches. Alors, pour aller un peu vite, mais en fait, ce qu'il vous faut prouver, c'est que Elgouarche a rencontré Exposito en prison. Voilà. Et en fait, très rapidement, je vais avoir accès à un procès-verbal qu'on me lit à toute vitesse au téléphone, un procès-verbal de Jean-Pierre Elgouarche à la police judiciaire de Versailles, qui explique que cet or ne lui appartient pas, mais que c'est un codétenu italien dans la cour de promenade de Fleury-Mérogis, qui allait être extradé en Italie, qui s'était évadé de la prison de Rebibbia à Rome, qui lui avait donné ce plan et qui lui avait demandé un service de déménager ce stock d'or, et que lui a confié le soin à Farida d'aller voir Fourniret pour le déterrer. Et moi, quand le commissaire me lit ce PV à la vitesse d'une mitraillette, j'ai plusieurs éléments qui confortent mon hypothèse. Un Italien, pour moi, il est évident que c'est Gianluigi Esposito. Une évasion en hélicoptère de Rome, dans les années 80, il n'y en a qu'une, c'est avec Belaïch, le chef des postiches. Et donc, il me manque après une petite vérif. Il faut que je sois sûre quand même que ce Esposito... En fait, la PJ de Versailles a demandé le nom à Elgouarche. Vous vous souvenez du nom de cet Italien? Et lui a dit, je m'en souviens pas. Et donc, la PJ de Versailles s'est dit, il nous ment. Voilà, l'italien n'existe pas. Ils ont laissé tomber. Et ils ont laissé tomber. Donc vous vérifiez qu'en fait Exposito et Elgouarche étaient bien en prison en même temps à Fleury-Mérogis. Et voilà, je l'ai sorti en exclusivité dans Libération. C'était quelle part de leur magot, en vérité, ça? Non, franchement, c'est une toute petite part. Ouais, c'est ça, 2 millions d'aujourd'hui. C'est une cinquantaine de kilos d'or, 34 lingots, des milliers de pièces. Mais c'est que une part de 2 postiches, en fait, des braquages de la fin. Donc, il y en avait d'autres ailleurs. Il y en avait d'autres ailleurs. Alors moi, tout en racontant cette histoire, je me suis posé pas mal de questions. La première, est-ce que d'après vous, Michel Fourniret a quelque chose derrière la tête quand il va voir Farida à Fleury-Mérogis pour lui dire « Transmettez mon bonjour à Jean-Pierre Elgouarche ». Je pense que Fourniret, qui a vu les photos de la belle brune dans la cellule...
a des visées sur Farida. Il fantasme un peu sur elle, quoi. Il fantasme complètement sur elle, et puis en même temps, il a envie de rester lié à El Gouarch, parce que Fourniret, au fond, qui est un délinquant et criminel sexuel, ne rêve que d'une chose, c'est d'être un bandit, et de s'approprier de l'argent de manière illégale. Pour l'image du bandit. Et l'image du bandit, et aussi parce il dira d'ailleurs sur les PV, en prison, j'ai rencontré des hommes, des vrais. Ouais. Comme Jean-Pierre El Gouarch, comme un autre qui s'appelait Selim, qui était un Albanais qui avait tué un magistrat. Voilà, ce sont les exemples que Fourniret a en tête, des bandits, des vrais, des tueurs, des voleurs, etc. Et dans son programme d'un samedi matin, que Fourniret avait écrit juste avant de sortir de prison, 1 mois et demi avant, il avait élaboré en fait son plan pour l'avenir. Et dans ce plan, c'était assez terrible, parce qu'à la fois il voulait capturer des jeunes vierges, Oui. des fentes, comme il disait, comme il écrivait, des membranes sur pattes, enfin avec un langage d'une cruauté inouïe. Et il avait aussi écrit « Je veux assez d'argent pour oublier l'argent. Je veux me procurer de l'argent de manière illégale. Je veux devenir... » Alors il disait « acheter un château » et après il se ravisait « non, plutôt en devenir propriétaire, ce qui n'est pas la même chose. » Donc en fait, Fourniret veut rester en contact avec El Gouarch et Farida pour avoir de l'argent de manière illégale après. Mais il ne sait pas. Évidemment, il ne peut pas se douter à quel point ça va être productif. Voilà, et tout le monde ignore à ce moment-là que voilà, El Gouarch ne sait même pas encore, ça se passera 5 mois plus tard, que El Gouarch apprendra qu'il y a un magot dans un cimetière. Alors, Exposito, lui, c'est le nœud de l'histoire. Il est neuneux ou quoi? Parce que quand même, faut quand même être neuneux pour en prison aller dire à un type et lui faire le dessin. Il lui fait le dessin d'entrée. Il est mis sur un mot, oui. Ouais. Oui, mais Gianluigi Esposito, donc, est vraiment une pièce rapportée, là. Il s'est évadé avec le cerveau du gang des postiches en hélicoptère. Les postiches l'ont embarqué, pourquoi? Parce que ce type, en fait, c'est pas un mec d'extrême gauche, limite anarchiste comme les postiches. C'est un mec d'extrême droite qui a participé à un attentat d'extrême droite en Italie. Mais il l'emmène parce que Esposito a, paraît-il, d'après Mishka, d'après les postiches, un brevet de pilote d'hélicoptère. Donc ça peut servir, d'une part, pendant l'évasion, si jamais le pilote pris en otage ne fait pas l'affaire. Ça peut servir après pour faire évader Robert Marguerite de la prison de la Santé à Paris. Ils ont ça en tête. Donc Esposito se retrouve embarqué avec les postiches et du coup se retrouve en planque avec eux dans l'Essonne, dans leur maison. Et il est là quand on enterre. Il est là quand on enterre le fric. Après, Esposito, lui, on lui reproche rien en France. Donc il va être extradé en Italie. Il va être extradé en Italie. Il se retrouve à Fleury-Mérogis. Et en fait, lui, il veut barboter l'argent des postiches. Il veut les trahir. Parce que lui sait qu'il va partir en prison à perpétuité pour toute sa vie en Italie. Et il pense à sa famille, il pense à sa sœur, il pense à sa mère. Donc c'est sa dernière occasion, quoi. Voilà. Et du coup, il demande à El Gouarch de récupérer ce magot juste avant et de lui envoyer, en fait, après de lui faire parvenir en Italie. Oui. Mais finalement, Esposito va être extradé très très rapidement après avoir dit ça à El Gouarch et lui avoir fait le plan du cimetière. Et donc, ils pourront pas discuter des modalités de remise du fric. Si jamais El Gouarch y a pensé un jour. Alors ensuite, El Gouarch, ce qui est assez fascinant, c'est que il s'est quand même fait embobiner. C'est un dur, El Gouarch, c'est pas un cœur d'artichaut. Oui. Il se fait embobiner par Fourniret qui prend pour un benet l'épopée avec ce couple, etc. Ouais. Il ne connaissait donc pas tout de la nature humaine, El Gouarch. Non. Il est assez touchant en même temps, El Gouarch, parce qu'il a beau être un voyou aguerri, qui a été quand même condamné à mort sous Franco en Espagne pour 2 hold-up un peu politiques, qui a fait 12 ans de pénitencier en Espagne, qui s'est échappé de la prison de Burgos. Et c'est vraiment un dur de dur quand même. Néanmoins, il a un côté assez naïf, et c'est vrai que moi il me dit en prison je pose pas de questions aux autres, donc j'ai accueilli Fourniret pas mieux pas pire que les autres, je lui ai offert un café quand il est arrivé, voilà, je lui ai jamais posé de questions sur ce qu'il avait fait. Donc oui, j'ai cru qu'il avait commis un simple accident de parcours, un attentat à la pudeur, et que c'était quelqu'un d'inoffensif. Et quand j'ai eu ce plan, dit-il, par l'italien de ce stock d'or, j'allais quand même pas demander à des voleurs de mes amis d'aller le déménager, parce qu'il m'aurait dépouillé, il l'aurait pris. Donc Fourniret, avec ses grosses mains de travailleur manuel et de jardinier, m'a paru la personne la plus appropriée. Il était inoffensif à mes yeux. Il en a fait quoi,
Fourniret de cet argent. Ah mais Fourniret, c'est incroyable. Fourniret, en fait, va donc réaliser son rêve de devenir propriétaire d'un château. Grâce à ce magot, il va acheter 1 200 000 francs à l'époque en cash, parce qu'il a changé les lingots, une partie des lingots et une partie des pièces d'or en Belgique, contre des billets de 500 francs. Et il a apporté une valise avec 1 200 000 francs à un notaire véreux de Sedan pour s'acheter un château digne de Barbe Bleue au fin fond des Ardennes, pas très loin de la frontière belge, un endroit où franchement moi j'y suis allée 2 fois, ça donne la chair de poule cet endroit, mais c'est perdu au bout du monde et tout, c'est hallucinant. Il s'est acheté ça, il s'est acheté des appartements, quand même plusieurs appartements et maisons, enfin à Floins, à Sedan. Il s'est acheté des camionnettes pour enlever les petites filles. Et en fait, comme il vivait quand même relativement chichement, qu'il escroquait l'électricité, payait pas l'eau, etc., finalement, avec Monique Olivier, ils ont vécu 15 ans de carrière criminelle sur ce tas d'or. Et à la fin, il en restait encore. Monique Olivier, quand elle a fini par avouer fin juin 2004 tous les crimes de son mari, a emmené la police belge dans un terrain de camping au pied d'un arbre où elle avait enterré les dernières pièces d'or du magot du gang des Postiches. Il en restait 197. Ah oui, quand même. Que la police judiciaire de Versailles, par la suite, qui a enquêté sur le recel de vol à main armée des Postiches et l'assassinat de Farida, va montrer à Michel Chelaoui du gang des Postiches en lui demandant s'il reconnaît ses pièces. Et Chelaoui disait, écoutez, oui, enfin, je sais pas, on avait des dollars, des pesos mexicains en or, on avait des louis d'or, oui, comme ceux-là, mais c'est difficile de dire si c'était les nôtres ou pas. On ne sait pas. Est-ce que le Postiche qui avait enterré, lui, son magot dans la jardinière de la tombe de sa belle-mère, il a récupéré son magot? Michel Chelaoui, oui, il a récupéré. Et alors, vite fait pour la petite histoire, Michel Chelaoui, pendant qu'il était en détention, sa femme Anita est devenue complètement mystique et elle a donné tout aux bonnes œuvres. Elle a donné leurs appartements, plusieurs appartements qu'il avait achetés avec ses butins. Il avait planqué de l'argent dedans. À Mère Teresa et à l'abbé Pierre. Et lui avait une angoisse totale, c'est qu'elle allait chercher les lingots et ses pièces d'or sur la tombe de sa propre mère à elle. Mais dès qu'il est sorti de prison, il les a déménagés sur la tombe de sa mère à lui, ailleurs. Et puis maintenant, voilà, c'est fini, il n'y en a plus. Par contre, Jean-Claude Michka, qui était un des piliers du gang des Postiches... Il n'a rien eu. Lui, c'était en grande partie son butin qui se trouvait dans le cimetière de Fontenay-en-Parisis. En prison, Michka est devenu... il a fait une névrose carcérale, il avait des hallucinations, ça allait pas très bien. Quand il est sorti, après avoir été riche comme Crésus, il s'est retrouvé pauvre comme Job. Et il s'est retrouvé au RMI, chez sa maman à Aubervilliers, et il a fini par se tirer une balle dans la tête, début 2003, sans savoir qui avait piqué son magot. Lui, il n'avait pas la solution. Il s'est suicidé, il n'avait pas la solution, et en plus, cette arnaque de Fourniret a créé un soupçon au sein des Postiches, parce que Jean-Claude Michka a soupçonné ses copains qu'il avait enterrés avec lui d'être venus le barboter pendant que lui était encore en prison. Donc c'est pas terrible, quoi. Vraiment, ce Fourniret, de toute façon, c'est l'incarnation du mal absolu, Fourniret, et dans tout. Y compris dans cette affaire-là. Comment vont-ils, les Postiches? Ils sont tous dehors, évidemment, maintenant, ceux qui sont encore vivants. André Belaïch est toujours... Ouais, il a vendu son magasin de disques rue Mouffetard. Il vendait des CD et des cassettes VHS. C'est pas très porteur. Ouais, non, c'est pas. Et puis il est assez vieux et un petit peu. Mais vous le voyez toujours. Un petit peu malade. Là, il est un peu. Michel Chelaoui est toujours à Bagnolet. Robert Marguerite, je dois le voir dans pas longtemps. Il vit en Thaïlande avec sa fille. Et là, il va venir faire une petite visite. Et puis il y en a quelques autres qui n'ont jamais été vraiment identifiés. Mais depuis lors, ils l'avaient tellement flambé quand même. Ils avaient beaucoup flambé, les Postiches aussi. Ils s'étaient achetés des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche, des maisons, des voyages au bout du monde, etc. Merci Patricia Tourangeau. C'est moi, merci. D'avoir accepté que je pose ma voix sur vos mots, puisque vous les avez reconnus, ce sont les vôtres. Vous n'avez pas de nègre, donc ce sont vos propres mots. C'est votre métier que d'écrire. Moi, mon métier, c'est de parler. Nous avons conjugué nos deux métiers. Et ça donne une fort belle histoire. Je renvoie pour tous les compléments et pour beaucoup plus que je n'en ai raconté à ce livre de Patricia Le Magot aux éditions du Seuil, en coédition avec lesjours.fr. Je veux aussi dire que vous avez une autre affaire qui vous poursuit depuis plusieurs années, qui est l'histoire du grêlé, dont vous avez raconté
feuilletonner l'histoire sur le site lesjours.fr. Vous en avez fait un podcast qui est désormais, je le dis bien tranquillement, sans jalousie et sans rien, sur une plateforme qui s'appelle Sibel. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du grêlé, allez écouter le podcast de Patricia sur la plateforme Sibel. Merci Patricia. Merci beaucoup. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.